Donald Trump a entamé son second mandat sur les chapeaux de roue en signant dès lundi une centaine de décrets qui indiquent les priorités de sa future administration. Alors ce soir, nous allons revenir sur cette investiture, sur son discours inaugural, quel message, quelle tonalité. Nous allons aussi examiner jusqu'à quel point ces premières mesures cherchent à inverser la politique américaine des 4 années précédentes. Et puis nous essaierons de défricher la politique étrangère qui sera celle du 47e président des États-Unis. C'est le club Le Figaro International et c'est tout de suite. Julie Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivaine franco-américaine, vous êtes doctorante en philosophie, vous vivez à New York et vous contribuez régulièrement aux pages débat-opinion du Figaro, notamment sur les enjeux technologiques et l'impact de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà publié 2 romans chez Gallimard, Le crépuscule des licornes et Les larmes de Narcisse. Rana Lévy, vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, professeur au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes également directeur de collection chez Gallimard et vous écrivez vous aussi régulièrement dans Le Figaro avec une prédilection pour le Proche-Orient et les États-Unis. Votre dernier livre, Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole, paru chez Gallimard en 2022. Isabelle Lasserre, vous êtes la correspondante diplomatique du Figaro, après avoir été grand reporter dans les Balkans et l'ex-URSS, ainsi que correspondante à Moscou. Votre dernier livre, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses, est paru en 2023 aux éditions de l'Observatoire. Cyril Louis, vous êtes grand reporter et rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, et vous étiez en reportage aux États-Unis à l'automne dernier pour couvrir la campagne et l'élection de Donald Trump. Alors je voudrais qu'on commence par cette cérémonie d'investiture, la tonalité du discours. Certains ont trouvé Donald Trump agressif, d'autres l'ont trouvé beaucoup plus positif qu'il ne l'avait jamais été. Votre impression, Julie Girard ? Pour ma part, j'ai trouvé qu'il était globalement positif et qu'il insufflait, en tout cas pour les Américains, un vent, je dirais, de renouveau du rêve américain, une revitalisation de la grandeur de l'Amérique. Parce qu'il a rappelé aux Américains qu'il y avait des valeurs qui étaient importantes, l'ambition, le travail, et puis il a rappelé aussi aux Américains qu'ils étaient d'anciens grands navigateurs, bâtisseurs, innovateurs, entrepreneurs, et je crois que le peuple américain avait besoin d'entendre ça aussi. Plutôt un message positif pour vous, Rana Lévy, votre impression ? Mon impression, c'est que c'était un discours contradictoire. Oui. D'un côté, il y avait les promesses d'un âge d'or qui commence avec lui, et de l'autre, les ressentiments, l'esprit revanchard, l'amertume, et c'était des logorées interminables où il parlait essentiellement de lui. Oh, il a parlé 30 minutes, vous exagérez, logorée interminable. Logorée interminable dans ce qui est une liturgie civique américaine qui suit une tradition assez bien structurée et dont il n'a respecté aucun des repères habituels. D'accord, on va développer ça. On va juste regarder un extrait de ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'âge d'or promis aux Américains. The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Alors tout Trump est dans ces quelques phrases. En quoi il ne respecte pas les canons C'est assez réganien, non ? Vous ne trouvez pas, Rana Lévy ? Il faut se souvenir de ce qu'il a dit juste avant. C'était un acte d'accusation interminable. Là, c'est le tout début du discours. Le tout début du discours, en général, situe l'esprit du discours. Et la contradiction, c'était entre cette attaque de l'administration qui a précédé
avec un vocabulaire qui n'est propre qu'à Trump, que vous n'avez jamais entendu dans une inauguration d'un président. Sauf en 2017. Il en avait fait encore plus dans ce registre. Sauf en 2017, et avec un passage, le temps d'une seconde, à une promesse d'âge d'or, et qui est très sympathique, et pour l'instant, dont les lignes ont été esquissées juste après par les décrets présidentiels. Isabelle Lasserre, votre sentiment ? C'est un petit peu des deux, c'est-à-dire que d'une part, on voit c'est aussi dans le body language, autant que dans le discours et dans l'ambiance, cette véritable volonté de vengeance. Et la manière dont il a investi le Capitole l'a montré, quoi. Vraiment, il pense qu'il aurait déjà dû être là il y a 4 ans, et c'est une espèce de vengeance dans ce Washington qui, je crois, a voté, vous allez peut-être me contredire, mais 73% démocrates, donc vraiment dans ce temple du Parti démocrate. Et en même temps, je le trouve beaucoup plus construit qu'avant. On sent qu'il a un programme qui est articulé, sur lequel il a bossé pendant 4 ans. Et on sent tout à fait, et c'est là à mon avis le plus intéressant, c'est que il va être celui qui tient ses promesses et qui applique son programme dès le premier jour, en fait. En tout cas, il va faire ce qu'il dit, et ça se sent énormément, et je pense que c'est très important, parce que je pense que c'était un des ressorts de l'élection de Trump. Cyril Louis, à votre tour. En fait, c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'on a entendu pas mal dire depuis hier que le discours apparaissait relativement posé, relativement serein, et en même temps, il ne l'est probablement pas tellement au regard des canons des institutions américaines. Peut-être que ce contraste s'explique par le fait que pendant des mois, on a entendu Donald Trump prononcer des réquisitoires extrêmement violents contre ses adversaires, contre ce qu'il appelle l'État profond, contre les démocrates. Et que là, soudain, arrivé devant les institutions, devant ses prédécesseurs, devant les juges de la Cour suprême, il trace un horizon positif. Ça contraste de manière assez brutale avec la description très sombre qu'il faisait des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a prononcé 2 discours hier, l'un sous le dôme du Capitole, qui était en effet plutôt posé, et puis ensuite, quelques dizaines de minutes plus tard, devant ses supporters, dans une enceinte sportive. Et là, on était beaucoup plus... on retrouvait la rhétorique que Donald Trump a empruntée durant ses mois de campagne. Et on sent qu'il a envie de s'adresser à ces 2 publics en même temps. Un public d'institutionnels, le Parti républicain, dont tous les élus ne sont pas des Trumpistes virulents, et puis sa base, dont une partie avait pu être déçue par le fait de le sentir cadenassé par ce qu'on appelait à l'époque les adultes dans la pièce, ces généraux qu'il avait accompagnés durant ses premiers mandats et qu'il avait peut-être empêché de tenir un certain nombre de ses promesses. Là, on sent qu'il a envie de dire à sa base « je vais faire ce que je vous ai promis durant ces derniers mois ». Ça, c'est sa marque. Mais en même temps, il fait quand même assez modéré par rapport à Elon Musk. C'est aussi ça le côté... Mais quand même, c'est la première fois qu'on entend Donald Trump se qualifier lui-même d'unificateur et de pacificateur. Est-ce qu'il est crédible en tant que... En tout cas, il essaie de l'être, déjà par la cravate. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle n'était pas complètement rouge, mais elle était rouge et bleue hier. Oui. Il essaie de le faire, rouge effectivement. Étant la couleur du Parti républicain, bleu, celle plutôt des démocrates. Des démocrates. Oui, si on s'en tenait juste au premier discours, il était positif, ce discours. Et donc, il essaie de fédérer autour de cela, autour d'un grand projet. Il ne faut pas oublier que pendant son premier mandat, il n'a pas pu faire de grands projets parce qu'il a eu le Covid. Et je crois que Elon Musk et la tech lui permettent d'envisager le projet d'aller sur Mars, qui n'est pas complètement ubuesque. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée de refédérer l'Amérique à travers une conquête spatiale, comme elle l'a déjà été par le passé. On va venir aux premières mesures. Il s'est aussi dit confiant et optimiste, et il a dit qu'il avait un mandat pour inverser de nombreuses trahisons et rendre au peuple sa richesse, sa foi, sa liberté. C'est-à-dire qu'on a eu quelqu'un qui, d'une part, voulait emmener effectivement l'Amérique vers un futur glorieux, tel qu'il le décrit, et en même temps, il n'y a pas beaucoup de gens sur la scène politique mondiale qui disent devant ceux qui lui transmettent les clés du pouvoir qu'ils sont des élites corrompues et radicales. Ce qu'il a dit au nez à la barbe de Joe Biden. Anna Lévy.
Il peut être, il y a cette double face dans le Trump numéro 2, version 2. Trump numéro 2 est un homme complètement libéré des chaînes qui l'ont empêché de gouverner à la manière qu'il espérait. Les nominations sont faites maintenant avec des gens, non seulement qui sont... Il est arrivé nu en 2017, il était lui-même surpris de son élection. Et donc, c'est le Parti républicain et l'administration qui lui ont fourni certains des collaborateurs les plus importants. Là, c'est comme vous venez de le dire, depuis 4 ans, il prépare une élection qu'il a fini par gagner et il a les moyens de mener à bien son projet, sauf que le projet est, par certains côtés, contourne l'esprit des institutions par la force du suffrage universel. Un exemple, c'est qu'il vient d'annoncer qu'il va envoyer des troupes à la frontière, ce que la Constitution américaine n'autorise pas, sauf dans des cas exceptionnels. Donc, sauf en cas d'invasion, mais il a proclamé lui-même hier qu'il y avait une invasion à la frontière. C'est exactement le point où la Constitution se heurte, où l'esprit des institutions est trahi par l'usage avocacier de la Constitution. La Constitution lui permet, dans un cas exceptionnel, d'utiliser les troupes. Il annonce que l'Amérique est envahie, il envoie les troupes. Donc, il y a chez Trump... Est-ce que ce n'est pas ce qu'attendent ses supporters? Ses supporters l'attendent, mais le problème, c'est que dans une démocratie, il y a 2 éléments. Il y a la Constitution, il y a l'esprit des institutions. L'esprit des institutions, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est des conventions, c'est des usages, c'est la manière dont on peut abuser ou non de ce que la Constitution autorise. Écoutez, nous avons des philosophes... C'est la Cour suprême qui est garante. Écoutez, on a des philosophes français qui l'ont expliqué mieux que personne. C'est Montesquieu et Tocqueville. Tocqueville explique que ce que la loi autorise, parfois la morale, les usages et les conventions l'interdisent. Pour lui, il n'y a pas d'usage, il n'y a pas de convention, il y a la manière dont il peut utiliser la Constitution contre l'esprit de la Constitution. Alors on va venir un peu plus en détail sur ces premières mesures, mais quand même sur le discours, un dernier point. Il a dit à un moment que... il a rappelé que la tentative de prendre sa liberté et de prendre sa vie, j'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Bon, ça c'est juste un clin d'œil aux chrétiens évangéliques, ou est-ce que Trump s'est mis à croire en Dieu? Dieu se sent très flatté. Pardon? Dieu se sent très flatté. Dieu se sent très flatté. Vous lui avez parlé personnellement avant l'émission? Non, mais Trump, si. C'est surtout un homme qui maîtrise l'art de l'image, du show. Il ne faut pas oublier d'où vient Donald Trump. C'est l'homme qui a fait The Apprentice. Mais il n'y a pas quand même le sentiment d'une destinée un peu... Il crée l'impression d'une destinée. Absolument. Mais il la crée de toutes pièces, comme le jour où il a subi cette tentative d'assassinat et qu'il a dit qu'il avait été sauvé par Dieu. Il a très bien compris que la base évangéliste allait le soutenir et qu'il allait aussi pouvoir élargir encore ses soutiens grâce à cela. Cyril Louis. C'est du symbole. Vous qui avez fréquenté la base évangélique. Oui, ce qui était frappant durant les dernières semaines de la campagne, c'est qu'en effet, la partie la plus croyante de l'électorat évangélique de Trump a été très, comment dire, à la fois très choquée contre les tentatives d'assassinat qui l'ont visé et qu'elles l'ont interprété à l'aune de leur foi. Les gens disaient très sérieusement qu'ils le voyaient désormais comme un envoyé de Dieu, quelqu'un dont la mission dépassait de très loin sa personne physique. Et c'est vrai que ça n'allait pas de soi, compte tenu du CV de Donald Trump et de ses états de service, de le percevoir comme un envoyé divin sur Terre. Je ne peux pas vous dire... Est-ce qu'il s'est auto-convaincu? Ça, j'en sais rien, je n'ai pas posé la question. Pas à ce stade, mais ce qui est certain, c'est que cette rhétorique fait écho à un sentiment très fort au sein d'une partie de son électorat. D'accord. Alors on va en venir à ces premières mesures qui ont... Alors c'est un florilège, on ne pourra pas toutes les passer en revue, mais justement il y avait un aspect catalogue, parce qu'il y a des éléments qui concernent l'immigration, l'énergie, le genre, la race,
Dans ce catalogue, les uns et les autres, qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Qu'est-ce que vous, Isabelle Lasserre, qu'est-ce que vous retenez qui vous paraît le plus important? Est-ce que c'est l'immigration? Est-ce que c'est autre chose? Bon, c'est un peu tout, mais c'est vrai que l'immigration est en fait, sa mesure complètement choc et qu'il va mettre en pratique dès le début. Ce qui m'a aussi frappé, c'est toutes ces déclarations concernant le fait que désormais aux États-Unis il n'y aura plus que deux sexes, un homme et une femme, parce que en fait, je pense qu'il a gagné pour ça, en fait, enfin, ou plutôt contre ça, contre le wokisme, le wokisme, et que ça va vraiment être une des grilles de lecture de sa campagne électorale. Ça a été quand même très très important. Et il considère que les années Biden ont été les années de tous les excès pour le wokisme, et qu'il faut vraiment... Enfin là, autant Donald Trump, sur certains sujets, n'est pas idéologue. Quand il parle de l'Europe, par exemple, il n'est pas idéologue. Même avec la Chine, il n'est pas idéologue. Mais sur ce sujet, il a une vraie conviction qu'il faut enfin rétablir sur la scène l'homme blanc et cesser, en fait, les dérives auxquelles ont mené le wokisme. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de dérives. Donc là, il repart complètement dans l'autre sens. Oui. Un jour, sans doute, la balle sera un petit peu au milieu. Mais ça me paraît très important parce que c'est ce que n'ont pas vu, en fait, les Européens et même les démocrates de Washington, etc. Ou de New York, qui baignent tellement dans cette culture. Vous vivez en territoire woke. Je vis en territoire woke et je peux attester du fait qu'il y a effectivement du wokisme institutionnalisé dans les écoles, dans les entreprises. Et donc, effectivement, il a gagné là-dessus, mais pas seulement. Moi, je voudrais parler du Doge. Parce que je crois que Mais attendez, sur ce point-là, je voudrais qu'on explique aux gens quelles sont les conséquences d'un président qui décrète qu'aux États-Unis, dorénavant, il n'y a plus que des hommes et des femmes. Une conséquence concrète, par exemple, dans les compétitions sportives, vous ne pouvez plus avoir des personnes transgenres, donc des hommes devenus des femmes, qui participent à des compétitions sportives de femmes. Les transgenres sont également bannis. Les femmes sportives réclament d'ailleurs. Oui, exactement. Donc, il vient d'avoir les transgenres sont également bannis de l'armée. Là, il a pris une mesure spécifique là-dessus. Puis il y a des choses toutes bêtes. Quand vous remplissez un formulaire, les toilettes à l'école... Quand vous remplissez un formulaire aujourd'hui aux États-Unis, vous avez quoi? 3, 4 options? Oui, alors, et si vous travaillez dans une GAFAM, vous avez 16 ou 18 options. J'exagère à peine. Hein. Ouais. Vraiment, il y a eu une dérive. Donc tout ça, sur le plan des documents officiels, c'est fini? Oui, c'est terminé. Et donc, après, on va voir jusqu'où ça va aller. Je pense que dans les faits, ça va être essentiellement sur les documents officiels. Effectivement, l'armée va être concernée. Mais il y a aussi une demande, parce que quand on parle des compétitions sportives, une loi vient d'être passée à la Chambre des représentants, qui doit maintenant aller au Sénat, sur spécifiquement le fait d'interdire la présence de personnes transgenres dans les compétitions sportives, selon les catégories dans lesquelles elles sont en compétition. Donc, je crois que ce point allait jusqu'à aussi séduire une partie des démocrates. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Parti démocrate s'est quand même radicalisé et s'est tourné vers son aile gauche. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il a perdu l'élection. Alors, vous vouliez parler du Doge. Parlez-en maintenant. Alors, le Doge, c'est parce que c'est l'autre point pour moi de l'élection. C'est-à-dire que Joe Biden n'a pas un bon bilan économique, contrairement à ce qu'on peut dire. La classe moyenne a profondément souffert de l'inflation. Oui, les indicateurs macroéconomiques sont bons. Alors, le chômage... L'inflation était très très élevée. Le ressenti n'est pas bon, voilà. Le ressenti n'est pas bon. Et ça dépend des catégories socio-économiques. C'est-à-dire la classe la plus défavorisée a bénéficié de la hausse du salaire minimum, la plus aisée a bénéficié des rendements du capital qui étaient supérieurs à l'inflation, mais la classe moyenne, elle a profondément souffert. Et c'est pour cela aussi qu'elle s'est tournée vers Donald Trump. Et donc, elle s'attend en tout cas à ce que l'inflation a beaucoup baissé, mais qu'elle continue de baisser. Et donc, c'est pour cela qu'il lui a proposé le Doge. Ça va être un test. Vous faites un lien entre le... Oui, parce que le Doge, c'est la réduction, c'est donc le département... C'est dégraisser le mammouth, c'est l'État, faire maigrir l'État. Donc c'est le département de l'efficacité gouvernementale dont Elon Musk est censé être en charge et qui a pour objectif, alors officiellement, de réduire de 2000 milliards de dollars le budget annuel. Ça ne va pas être possible, 2000 milliards, c'est beaucoup trop sur un budget de 7000 milliards. S'ils arrivent à baisser déjà 25% les dépenses, je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais ils ont pris conscience qu'il y a
On a une dette de 36 000 milliards aux États-Unis. Beaucoup trop de dettes. Et cette dette nourrit l'inflation. Et pour vous, ça, le Doge, c'est le plus important C'est un point extrêmement important parce que les réformes engagées par la nouvelle administration. Oui, parce que Donald Trump, dans son premier mandat, a fait beaucoup de déficits. Il a fait une politique populiste. Or, il propose là un élément qui est plus libertarien, comme le voudrait Elon Musk, et qui a pour objectif de réduire Obama, à la fois... c'était le quoi qu'il en coûte. Voilà, exactement. De réduire à la fois les dépenses de l'État et aussi la réglementation fédérale. Ouais. Donc, c'est un point vraiment important, je pense. Rana Levy, vous retenez quoi, vous, du florilège de premières décisions prises par l'administration Trump ? J'ajouterais que c'est un élément peu connu, loin des États-Unis, que la bureaucratie américaine, qui est très lourde, les lourdeurs administratives aux États-Unis, contrairement à ce qu'on croit, c'est un État minimal dont il veut réduire la minimalité. C'est archaïque. C'est archaïque, c'est très lourd, c'est très coûteux. Je pense, comme Julie Girard, qu'il faudra qu'il commence par réduire de peu. Le programme, comme toujours, annonce un plan maximaliste, mais c'est une réforme. La réforme elle-même est nécessaire, c'est évident. Il y a des lourdeurs administratives dans l'armée, il y a des lourdeurs... 3 millions de salariés au Pentagone. Voilà, et des lourdeurs administratives dans les universités. Les universités les plus avancées des États-Unis sont grevées par des lourdeurs administratives inimaginables. Donc ça, c'est plutôt un bon programme, on verra les résultats. Et pour ce qui est de la question de transgenre, je suis tout à fait d'accord que ça, c'est un élément essentiel, parce qu'il met au défi aussi le Parti démocrate de se renouveler s'il veut revenir un jour au pouvoir. Le wokisme, comme on l'appelle d'une manière générique, était la raison principale pour laquelle le Parti démocrate et Biden en partie... Biden n'est pas très familier de ces questions et il n'a rien fait, il a hésité beaucoup de défier l'aile gauche du Parti démocrate et les électeurs wokistes dont le Parti démocrate dépend. Par exemple, même pour la question de l'immigration. Pour l'immigration, il s'y est pris assez tard parce qu'il ne voulait pas oser défier la gauche de son parti. Donc, c'est un défi indirect aussi pour le Parti démocrate de repenser complètement son logiciel politique et la manière, pour moi, pour le Parti démocrate, de repenser son logiciel politique, c'est de faire un petit peu ce qu'a fait Clinton juste avant sa présidence, c'est de confier aux gouverneurs démocrates la révolution culturelle du parti. C'est cette révolution culturelle qui a permis à Clinton d'être élu, et s'ils ne font pas cette révolution culturelle, ils vont rester pendant très longtemps en marge du pouvoir. L'amnistie des émeutiers du 6 janvier, que faut-il en penser ? Est-ce que d'une certaine manière, Joe Biden ne l'a pas justifié par avance en graciant lui-même tout un tas de gens de manière préventive qu'il supposait pouvoir subir la vengeance de Donald Trump, y compris sa propre famille ? Cyril Louis, sur cette amnistie ? Certainement, oui. Les deux décisions se regardent en miroir. Et mettre de la même façon, me semble-t-il, au défi l'esprit des institutions américaines. Je ne pense pas que le droit de grâce dont bénéficie le président américain ait été aménagé et envisagé pour permettre à un président de mettre à l'abri ses proches de poursuites, ni d'aller à rebours de toute une procédure judiciaire. On dit que l'enquête sur l'insurrection contre le Capitole le 6 janvier 2021 est la plus grande enquête jamais menée par la justice américaine. Elle a abouti à des condamnations, à des mises en cause et à la mise en cause de Donald Trump jusqu'à ce que la procédure qu'il visait soit clôturée ces derniers jours. Et là, on voit bien qu'il y a une atteinte, un challenge à l'esprit des institutions dans le fait de barrer d'un trait de plume ces 4 ans d'enquête qui avaient quand même assez largement démontré que des faits graves ont été commis le 6 janvier 2021. Julie Girard, est-ce qu'on s'attend aux États-Unis à une espèce de période de règlement de compte qui aurait justifié ces grâces préventives de Joe Biden ? Donald Trump a dit
pardon, que la justice ne serait plus politique. Il a dit « j'en sais quelque chose ». En même temps, dans les ordonnances présidentielles qu'il a signées dans la foulée, il y a le passage au crible de l'attitude du département de la justice, des services de renseignement, de la FTC, etc., au cours des 4 dernières années, pour voir s'il y a eu une conduite inappropriée. Donc, on est à la limite du déclenchement de règlement de compte. On s'y attend ou pas aux États-Unis? Je crois qu'il a été très clair sur le sujet. Donc oui, on s'y attend un peu, puisqu'il l'a formulé lui-même depuis de nombreux mois. Ouais. Donc ça, c'est clair que... Mais c'est un engrenage quand même très dangereux, parce que si chaque administration se met Après, il a nommé de nombreux juges. Déjà, ne serait-ce que dans son premier mandat, il avait nommé 226 juges fédéraux. Il y a les 3 juges de la Cour suprême, bien sûr. Donc, tout cela a un impact. Les nominations vont arriver. Ça va prendre du temps, hein, mais oui, on peut s'attendre à ce qu'ils mettent en action ce dont il a parlé. Et il a très explicitement menacé tout au long de la campagne de se venger. Il parle de retribution, de châtiment, de ses adversaires, de tous ceux dont il estime qu'ils ont poursuivi une chasse aux sorcières à son encontre. Enfin, il ne fait pas mystère de ses intentions. Mais il a été beaucoup moins explicite depuis hier, en fait, depuis qu'il a pris le pouvoir. Donc, peut-être qu'il y avait une dimension c'est toute la question de savoir stimulation s'il pense de sa vraiment base. ce qu'il dit et s'il va le faire. Oui. Mais globalement, vous l'avez souligné, la marque de fabrique du populisme trumpien, c'est de faire ce qu'on dit. Et autant que possible. Peut-être qu'il y a une partie un peu proclamatoire, déclamatoire, dans le fait que quand il, par exemple, annonce ces nouvelles mesures sur la frontière, il dit, bon, plus personne ne passe, c'est comme si c'était déjà fait, d'une certaine manière. Est-ce que vous pensez que les résultats... Enfin, est-ce qu'il a mis la barre trop haut, voilà. Par exemple, sur l'immigration, Rana Levy, selon vous. Ce qui est étonnant depuis cette campagne, c'est que tout ce que Trump a promis, non seulement il a l'intention de le faire. Les sondages le contredisaient. Mais en quoi ça nous choque? Ça devrait être le cas de tous les gens politiques. J'essaie de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Je pense que si on avait des doutes sur un décalage entre ces déclarations et la volonté de les mettre en œuvre, là, on n'en a aucun doute. Hier, il a pardonné et fait libérer 1500 émeutiers, dont certains ont été condamnés pour des faits de violence graves à 18 ans de prison, à 22 de prison. Ils sont déjà dehors. Donc, il a l'intention de le faire. Il sait quels sont les obstacles. Il y a des obstacles dont on ne parle pas, c'est qu'il y a l'opinion. L'opinion n'était pas favorable, par exemple, au châtiment, à la politique de rétribution dont on vient de parler. Elle n'était pas favorable à la libération et au pardon aux émeutiers du 6 janvier. Elle n'est pas favorable à l'exclusion, à la déportation des enfants qui sont nés aux États-Unis et qui, depuis le 14e amendement, sont des citoyens américains, mais il essaiera de le faire. Il aura beaucoup de difficultés parce qu'il y a des appels déjà, il y a des appels aux tribunaux, mais il ne peut y avoir de doute sur son intention de le faire. Ouais. On va écouter un autre extrait du discours de Donald Trump, notamment sur le fait ce qu'il annonce, c'est une révolution du bon sens. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. Voilà, donc la révolution du bon sens, Isabelle Lasserre, c'est la marque de fabrique des populistes. Il s'abrite toujours derrière le bon sens. Je voudrais juste rebondir d'une phrase, parce que c'est vrai que je trouve qu'on découvre à Trump l'imprévisible, un côté prévisible. Oui. C'est-à-dire qu'il a dit, voilà, je vais faire ça et ça et ça, et il va le faire, en fait. Oui. Alors peut-être pas dans les proportions... Ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment il va le faire, à quel rythme, sous quel angle. Dans les proportions qui sont promises. Il y a quand même... Je ne juge pas sur les mesures sur le fond. Hein. C'est la méthode, je trouve, intéressante. Parce que nous, on est gouverné en France par des présidents qui passent leur temps à faire des promesses et qui ne font même pas mine d'essayer de les appliquer.
Donc là, il y a quand même, par rapport à un véritable changement. En fait, il ne louvoie pas. Il y va, cash, directement. Encore une fois, je ne juge absolument pas du fond. Mais c'est quand même, ça donne une espèce de il y a une clarification quand même. On ne peut pas dire que, vis-à-vis de l'Europe par exemple, que les présidents américains ne préviennent pas l'Europe que les dividendes de la paix, en profitant des garanties de sécurité américaines, c'est terminé. Obama le disait en permanence, Biden le disait en permanence. Bon, Trump, il va le faire. Il y a une espèce quand même d'énergie clarificatrice qui peut avoir des vertus. Moi, les vertus, je les vois. Il y a plein de points dans son programme que je trouve absolument terribles, hein. Enfin, il y a des effets vertueux. Il y a un effet vertueux à Gaza, avec le cessez-le-feu, la libération des otages. On va venir à la politique étrangère. Est-ce qu'il y aura un effet vertueux sur l'Europe? Oui, d'accord, j'ai débordé sur la politique. Un petit peu, mais on va y revenir tout à l'heure. Juste un point, il y a un décret assez étonnant qu'on pourrait presque appeler anti-Tesla. Votre chouchou Elon Musk n'a pas l'air de s'en formaliser, c'est-à-dire qu'il soutient Donald Trump, qui lui dit « j'arrête l'incitation à acheter des voitures électriques ». C'est pas paradoxal, ça ? Alors, je vais vous répondre, mais je voudrais juste revenir sur la méthode. Je crois que le statisticien américain Nate Silver a très bien résumé le changement en fait, de politique. Il explique qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de Washington, c'est le monde de village, qui justement promet, mais ne fait pas tant que ça, qui est le monde du progressisme, du New York Times, des Ivy League. Et puis, il y a le monde de la tech, le monde des gens analytiques qui créent de zéro. Elon Musk a créé SpaceX de zéro. Et qui vont directement au but. Et je crois que c'est en cela qu'on a basculé, donc c'est le monde de la rivière maintenant, vers des modèles plus analytiques et transactionnels. Et d'une certaine manière, Donald Trump épouse cette manière-là de faire. Alors, d'accord. Alors le décret sur Elon Musk, anti-Tesla, c'est pas anti-Tesla parce que Tesla, en attendant, il n'a pas besoin de ces incitations. A des aides du gouvernement, puisque quand vous achetez une Tesla aux États-Unis aujourd'hui, vous avez $7 500, je crois, de. D'accord, mais la loi qui encourage et les fonds fédéraux qui encouragent la transition vers les voitures électriques, tout ça est abrogé. Oui, mais d'abord, c'est abrogé pour l'instant. Ensuite, je ne pense pas que ça impacte tellement Tesla, qui a été tellement aidé auparavant. Et Elon Musk trouve son compte autrement aussi. C'est évident. Un autre point intéressant, l'invention de l'External Revenue Service. Tout le monde, tous ceux qui ont vécu aux États-Unis savent que le service des impôts s'appelle IRS, Internal Revenue Service. Et là, il veut créer une espèce d'impôt sur le reste du monde qui remplirait les caisses de l'État américain. C'est un gadget, c'est faisable, ça, Rana Levy? Je crois qu'Isabelle Lasserre a raison. Les défis qu'il pose aux Européens, notamment, peuvent avoir des effets positifs indirectement. Oui. Par exemple, l'augmentation du budget de l'OTAN et l'implication des pays de l'OTAN en augmentant leur budget, c'est plutôt une bonne chose et à laquelle je crois qu'ils ne pourront pas échapper. Mais pour les External Revenue Service, j'attends voir. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça serait unique ou c'est simplement finalement une agence chargée de collecter les droits de douane? Est-ce qu'on sait s'il finira par appeler le golfe du Mexique ou le golfe des Amériques? Il l'a proclamé hier. Oui, il l'a proclamé hier. Il suffit de l'inscrire sur les cartes américaines, Cyril Louis. Non, mais moi je suis pas spécialiste de la tuyauterie ou de l'ingénierie fiscale, mais on a l'impression que c'est un outil qui a vocation à dire aux pays avec lesquels Donald Trump veut négocier, regardez, je suis décidé à utiliser les tarifs, les barrières douanières comme un outil, un levier puissant dans mes négociations avec vous. Et si vous ne me donnez pas ce que je vous demande, eh ben, je vous taxerai très fort, tellement fort que j'aurai besoin d'une administration spécifique pour prélever toutes ces taxes. Oui. Je voudrais revenir sur les taxes. Aujourd'hui, elles rapportent en 2024 74 milliards. Les taxes, les droits de douane. Les droits de douane, pardon. Le budget annuel de l'État américain, c'est 7 000 milliards. Donc, même s'il double les droits de douane, on sera à 150 milliards. Alors, peut-être que ça paiera la baisse de la taxe de l'impôt sur les sociétés qui devrait passer de 21
à 15%, qui rapporte aujourd'hui 546 milliards de dollars, mais qui va peut-être apporter 50 milliards de moins, pas beaucoup plus, parce qu'en réalité, le taux réel d'imposition des sociétés américaines, alors j'ai le chiffre de 2018, mais il n'a pas dû beaucoup évoluer, c'était 9%. Donc les entreprises qui sont importantes optimisent fiscalement, et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément éligibles. Donc les droits de douane, c'est beaucoup de fumée pour finalement... Est-ce que ça va quand même permettre de baisser les impôts des citoyens ou pas? Mais c'est un outil... Alors le problème, c'est que quand vous baissez les impôts sur les sociétés, mais que vous ne baissez pas l'impôt sur le revenu nécessairement, vous avez... La classe moyenne souffre, parce que la classe la plus aisée... Moi, je vivais aux États-Unis en 2017, j'ai vu mes impôts baisser grâce à M. Trump. Elle se rémunère via des sociétés, alors que globalement, le reste de la société qui gagne l'argent de son travail va garder le même montant. Ouais. Donc, sur les tarifs douaniers, sur l'impôt sur les sociétés, on attend de voir. Avant de passer à l'international, quel est son projet pour l'Amérique? Comment vous le définiriez, vous? Est-ce que c'est retour vers le futur? L'Amérique, c'était beaucoup mieux avant et on va recréer cette Amérique-là? Est-ce que c'est un peu ça? Ou est-ce que c'est, au contraire, destination Mars Mais c'est destination Mars. C'est les deux en même temps? Mais oui, voilà, c'est-à-dire que c'est quand même une revitalisation du rêve américain, parce que, qu'on le veuille ou non, pour beaucoup d'Américains, Elon Musk représente la réalisation. Et le rêve américain, c'est Mars? Ou le rêve américain, c'est la capacité de réussir par soi-même? Les deux. Alors d'abord, le rêve américain, c'est la capacité de réussir par soi-même quand on vient d'Afrique du Sud et qu'on arrive aux États-Unis et que par son travail, on parvient, les self-made man, à un tel succès. Et puis, c'est aussi le patriotisme revitalisé par l'idée que tous ensemble, nous les Américains, on va aller sur Mars les premiers. Donc c'est les deux, je pense. Cyril Louis, les supporters de Trump, que vous avez pas mal côtoyés ces derniers mois, le retour du rêve américain ou de l'âge d'or, il y a un côté quand même aussi passéiste ou pas? Moi, je suis frappé par le temps et l'énergie qu'il a consacré à dénigrer pendant sa campagne son pays et l'état de décrépitude, de corruption morale, sociale, dans lequel en 2017, c'était le carnage américain, l'avait abîmé. Expression très forte. En réalité, j'ai l'impression que de nombreux électeurs américains de Donald Trump, en tout cas dans les classes moyennes, qui lui ont quand même permis de remporter cette élection, parler de choses assez simples comme remplir leur frigidaire, pouvoir envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles. Mais en effet, je pense que c'est d'une certaine façon nécessaire pour lui de retracer un horizon enviable aujourd'hui pour les Américains, après avoir à ce point dressé un constat sombre et inquiétant de l'état du pays. Rana Levy, un mot là-dessus. Le rêve américain de Donald Trump, c'est quelque chose que tout le monde peut partager ou pas? Il y a un élément du rêve américain qu'il réalise, c'est d'attirer vers le Parti républicain des électeurs qui n'ont jamais voté pour son parti, et il accélère d'une certaine manière une tendance lourde dans l'histoire américaine de métissage. Il s'est adressé explicitement hier, d'ailleurs, dans son discours, aux électeurs noirs, aux électeurs hispaniques. Il est en train de refaire, d'une certaine manière, la démographie de l'électorat américain d'une manière qui est positive et prometteuse. Ce qui était inattendu il y a quelques années, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer en 2017, mais l'électorat démocrate s'est unifié avec le départ, si je puis dire, de la classe ouvrière, et l'électorat républicain se diversifie beaucoup, et c'est un point qui, d'une certaine manière, réalise, peut-être involontairement, le rêve américain. Alors, on en vient à la dimension internationale de notre sujet, et je voudrais qu'on commence par écouter un passage du discours de Trump sur ses ambitions territoriales, notamment. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to Panama, and we're taking it back. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons.
Isabelle Lasserre, Donald Trump expansionniste? Oui, alors pour moi, c'est une des choses les plus problématiques chez Donald Trump, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a un discours impérialiste, et c'est pas tellement à la limite dans ce qu'il propose, parce qu'on peut se dire, allez, si on est cynique, et si on se dit, de toute façon, le droit international a été foutu en l'air par Vladimir Poutine, etc., si les habitants du Groenland sont d'accord, s'ils se sentent davantage protégés par les Américains, alors que l'Europe n'a absolument pas investi dans la région au niveau stratégique, pourquoi pas? On pourrait se dire ça. Le problème, c'est qu'en fait, il justifie donc la plus grande puissance du monde et la plus grande démocratie du monde est en train de justifier ce que font les Vladimir Poutine quand ils attaquent et annexent leurs voisins. Il est en train d'excuser par avance ce que pourrait faire Xi Jinping vis-à-vis de Taïwan. Et c'est, à mon avis, là qu'il y a un vrai danger pour moi de la présidence Trump. C'est-à-dire que, en fait, il accélère le changement du monde, l'effondrement du droit international. Il n'hésite pas de temps en temps à se placer du côté des dictateurs qu'il admire quand même un petit peu, parce que ce sont des hommes forts. Je suis sûre que Donald Trump rêverait peut-être d'être un espèce de Poutine démocrate, en fait. Et ça, c'est à mon avis très problématique pour l'Europe, pour les démocrates et pour les Occidentaux, s'ils n'arrivent pas à contre-attaquer et à montrer plus d'unité, d'énergie et d'inventivité et d'audace, c'est-à-dire à penser, comme on dit, en dehors de la box, to think out of the box, comme le fait Donald Trump pour, en fait, confronter leur modèle, le modèle européen. Mais là, ça pose la question des méthodes qu'il va utiliser. Il a parallèlement dit qu'il allait mettre un terme aux guerres existantes et les deux sont épargner vrais aux Américains. Hein. Les deux vont être vrais, c'est ça le problème. Oui, mais donc ça veut dire qu'il ne va pas déclencher, il ne va pas envahir le Panama, il va procéder comment? Anna Lévy, comment vous voyez cette problématique? Ce n'est pas un envahisseur, mais d'abord il applique sa méthode dans les affaires sur le plan international. Il fait des déclarations absolument maximalistes qui déstabilisent tout le monde et qui sont le point de départ. Mais ce qu'il veut, en fait, c'est des tarifs pour passer pour que les bateaux américains traversent le Panama à moindre coût. Il part d'un constat qui est juste, c'est qu'il y a une présence chinoise qui l'inquiète. Et russe. Et du coup, il lui applique les méthodes qu'il a toujours appliquées dans les affaires. Ouais. C'est d'abord. Mais son véritable but, c'est vraiment de reprendre le contrôle du canal, ou c'est simplement d'avoir des conditions commerciales plus avantageuses? C'est très difficile de savoir, mais moi je parierais sur le fait qu'il veut définir un point de négociation avec le Panama, avec les Chinois et les Russes pour trouver un accord, parce que c'est sa méthode de travail. C'est d'ailleurs, il n'y a effectivement aucune contradiction dans son esprit et dans la réalité entre ce qu'il fait là au Panama avec le Groenland et les efforts qu'il veut déploie au Proche-Orient pour obtenir la paix. C'est une négociation. C'est pas un foot de guerre ce qu'il veut faire au Proche-Orient. Peut-être j'en parle trop tôt. Non, mais on va en parler en effet, parce que de mettre le problème israélo-palestinien derrière lui, ce qu'il n'arrivera pas à faire, mais en tout cas d'accélérer les accords d'Abraham, qui est une des grandes réussites de sa présidence. Enfin, sa première décision, puisqu'on est sur le Proche-Orient, c'est quand même de lever les sanctions qui frappaient des colons extrémistes en Cisjordanie en particulier, et de dire qu'il a les plus grands doutes sur la solidité du cessez-le-feu qui vient d'entrer en vigueur. Il a tout à fait raison, mais grâce à lui, il y a un cessez-le-feu. Ouais. Et quelles peuvent être les conséquences de cette déclaration, qui est la première du président à peine investi, à la fois sa décision de lever les sanctions sur les colons radicaux et violents, aussi le fait que, manifestement, il donne l'impression de donner un peu un blanc-seing à Benyamin Netanyahou si la guerre doit reprendre. Cyril Louis, comment vous l'analysez? Je pense que je
Je ne sais pas très bien ce qui a suscité le cessez-le-feu à Gaza, puisque chacune des deux administrations, celle qui sort et celle qui arrive, s'en attribue clairement, ils ont le travaillé mérite. ensemble, pour une fois. Il semble qu'ils aient travaillé ensemble. Trump a manifestement mis beaucoup d'énergie et sans doute beaucoup de pression sur Benjamin Netanyahou pour obtenir qu'il lui offre, à la veille de son investiture, ce cessez-le-feu. On peut imaginer que la levée des sanctions qui visaient quelques colons et quelques organisations de colons en Cisjordanie soit la monnaie d'échange. Quelles conséquences ça peut avoir ? C'est difficile à dire. On est dans un contexte depuis le 7 octobre où, un peu dans l'ombre de la guerre à Gaza, un certain nombre d'activistes de la colonisation se sont mis à agir de manière beaucoup plus agressive en Cisjordanie. Ça contribue sans doute à les désinhiber, à attiser un climat d'extrême tension. On redoute depuis le 7 octobre que le niveau de violence augmente de manière très significative entre Palestiniens et colons en Cisjordanie. Ça a été le cas d'ailleurs. Hein, le niveau de létalité a explosé depuis 1 an et demi. Moi, ce que je pense, c'est qu'en effet, le cessez-le-feu ne met ni fin de manière nécessairement très durable à la guerre à Gaza et évidemment pas fin au conflit israélo-palestinien. Je peux rajouter Oui, bien sûr, Isabelle. Parce que moi, il me semble que, en fait, il y a deux versants dans sa politique étrangère. Enfin, il y en a plus, mais deux versants principaux. Il réinjecte de la vision stratégique et de l'énergie stratégique dans des endroits où, bien évidemment, il faut que les États-Unis soient présents en Arctique pour contrer les Chinois et les Russes. L'Europe est incapable de le faire. L'Europe attend comme ça, regarde les Chinois et les Russes. Mais c'est très important avec le réchauffement climatique et toutes les nouvelles routes maritimes. Donc là, il réinvestit de la vision stratégique et on ne peut que s'en féliciter. Je veux dire, heureusement qu'il le fait. C'est de la vraie politique étrangère. Et sur les autres dossiers comme l'Ukraine et le Moyen-Orient, son but, c'est d'arrêter les guerres, non pas parce qu'il est généreux et qu'il ne veut pas que les gens souffrent et qu'il n'aime pas la guerre, mais parce qu'il veut se débarrasser de ces dossiers. Et c'est là que ça va être très compliqué. Par exemple, il va peut-être avoir un deal avec Poutine et il va sans doute y avoir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine. Mais si c'est juste un gel en fait, du conflit, ça va durer 4 ans. Les Russes vont attendre que Trump s'en aille, ils vont reconstituer leur armée, et puis au bout de 4 ans, ils reviennent et ils ravalent l'Ukraine. Là, au Moyen-Orient, ça sera peut-être un peu plus solide, parce qu'il est vraiment en train d'essayer d'organiser l'adhésion de l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham, en passant non plus directement comme son précédent mandat, mais en passant par un accord de sécurité stratégique entre Riyad et Washington d'abord, pour après que ça retombe en fait avec Israël. Donc là aussi, c'est pour se débarrasser il veut que ce soit l'Europe qui gère la Russie et ses frontières, et là, il veut que ce soit les pays du Golfe et les pays arabes modérés qui gèrent cette poudrière. Alors, et sa relation avec la Russie, alors, puisqu'on en est là, et qu'il nous reste 4 minutes. Ah bah non, mais j'ai coupé la parole de Julie. Non, il n'y a pas de problème, allez-y. La Russie, moi, c'est très intéressant, parce que sa dernière phrase, là, aujourd'hui, il dit OK, guy, alors, Zelensky wants a deal, et Poutine, pour l'instant, il n'en veut pas. Donc, en fait, c'est le principe de réalité, parce qu'il est pragmatique. On peut pas le fait que la Russie s'acoquine avec l'Iran, la Corée du Nord, alors ça va donner et la Chine, ça ne va pas compliquer les relations avec... Il ne peut pas être associé à l'axe du mal qui veut détruire l'Amérique. Ça, c'est la première chose. Et il ne peut pas être associé à la politique de Obama-Biden, de retrait absolument, mais catastrophique en Afghanistan, où grosso modo les États-Unis ont redonné le pouvoir aux talibans, des talibans encore pires que ceux d'avant, en faisant croire que
ils allaient devenir inclusifs. Ils allaient devenir inclusifs et modérés. Bon. Il ne pourra pas être accusé de faiblesse. Donc, si Poutine ne fait pas de concessions, on peut tout à fait imaginer un clash entre Vladimir Poutine et Donald Trump pour le plus grand bénéfice des Ukrainiens. En fait, tout peut arriver. Ok, alors, merci pour ce tableau brossé avec énergie. Un mot sur le Canada. Est-ce que vraiment aux États-Unis, on a envie que le Canada devienne le 51e État? Est-ce que les Américains s'en soucient le moins du monde? J'ai pas l'impression que les Américains s'en soucient le moins du monde. En revanche, pourquoi selon vous, Trump? Mais c'est toujours la même logique, c'est-à-dire que Trump lance comme ça des idées. Oui, mais il y a toujours une idée derrière, il y a toujours un objectif. Qui sont des moyens stratégiques. Regardez avec la Chine, par exemple. On n'a pas parlé de TikTok, quand même un dossier important. Oui. La Chine, il avait promis des tarifs immédiats à 60%. Maintenant, il décide qu'il va y avoir en quelque sorte une sorte de moratoire, de réflexion. En attendant, il a probablement un accord avec Xi sur TikTok, parce que TikTok, ça n'est pas vendable. Quand il dit que l'Amérique va acheter, les États-Unis vont acheter 50% de la plateforme, c'est pas possible. Vous achetez pas l'algorithme. Et si vous achetez pas l'algorithme, vous achetez la base de données. Oui, mais vous pouvez acheter la clientèle. Oui, mais la clientèle, elle veut que l'application fonctionne. Donc comment est-ce que vous faites réellement? Et en plus de ça, ça va contre la démocratie. Parce que pour le coup, le Congrès a voté contre et la Cour suprême également. Si vous balayez très large, il reste beaucoup de questions auxquelles on n'aura pas répondu dans cette émission. J'en ai une pour finir sur les relations entre l'Europe et les États-Unis. Vraiment un quiz. Est-ce que vous pensez que dans les 4 ans qui viennent, il y aura un grand froid entre l'Europe et les États-Unis? Oui ou non? Non, mais j'espère un réveil de l'Europe sur les technologies. Cyril, oui. Moi, je pense, on dit beaucoup que l'Europe ne se réarme pas assez vite, ce qui est incontestablement vrai. C'est une phase de la pièce. Mais on voit quand même qu'il y a un effort qui s'accélère, sans doute depuis la première présidence Trump et singulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Et donc ce qu'on peut espérer, c'est que l'Europe va encore donner un coup d'accélérateur à son effort pour conquérir... Anna Lévy, l'Europe et les États-Unis sont-ils toujours dans la même équipe? Ils sont dans la même équipe, mais l'Europe doit accélérer son autonomisation en matière militaire, en matière financière et arriver à l'âge adulte sans l'Amérique. Isabelle Lasserre, le mot de la fin. Et l'Europe, pour l'instant, se presse mollement. Et on est quand même toujours dans le même camp. Mais si elle ne veut pas sortir de l'histoire, elle sera obligée de le faire. Oui. Très bien. Merci infiniment à tous les 4 pour ces analyses pertinentes dans l'ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.